Notre invité cette semaine, Michel Courchaine. Michel Courchaine, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mémoire. Merci de me recevoir. On retourne à votre ministère. Viendra ensuite le projet de réforme scolaire qui suscitera aussi la grogne parmi les syndicats d'enseignants et le projet d'abolition des commissions scolaires. Selon vous, quelles étaient les principales difficultés? Comme ministre de l'Éducation, j'ai eu maille à partir avec les commissions scolaires. Parce que, puis on parlait beaucoup des enfants en difficulté. Dans mon plan d'intégration pour lutter pour la persévérance scolaire, j'ai mis l'emphase beaucoup sur les enfants en difficulté d'apprentissage, qui sont en nombre croissant. C'est encore pire en 2023 que ce l'était en 2007, 2008, 2009. Mm-hmm. Alors, et je disais tout le temps aux commissions scolaires qui avaient leur pouvoir dévolu par la loi et qui, à l'époque, il y avait des élections scolaires. Oui. Donc, eux, ils se disaient, nous, on est aussi à un niveau gouvernemental, nous sommes des élus, donc on fait un peu ce qu'on veut. Et j'ai eu maille à partir parce que je considérais que les commissions scolaires géraient beaucoup trop les structures et pas suffisamment les services aux enfants, particulièrement aux enfants en difficulté. Puis dans ce temps-là, ma marotte était de dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe à l'école du coin? Moi, je revenais tout le temps, oui, mais l'école du coin. Je voulais encore là que les directions d'école aient plus de pouvoir, soient davantage imputables, mais qu'il y ait une transparence aussi entre la commission scolaire qui gérait les ressources budgétaires, financières, matérielles, humaines. C'est la commission scolaire qui prenait les décisions et répartissait dans l'ensemble des écoles. Et je trouvais que là, on prenait trop souvent des décisions bureaucratiques aux dépens du service à l'élève. Évidemment, je ne veux pas généraliser, c'est comme dans n'importe quoi, il y a des commissions scolaires qui étaient exemplaires, mais il y en a d'autres c'était plus récalcitrant, c'était plus difficile, puis on a eu maille à partir à cet égard-là, d'où un projet de loi on n'a pas aboli les élections scolaires, et on n'a pas aboli les commissions scolaires non plus, mais j'ai, à travers une loi qui s'appelait la loi 88, je crois, voulu améliorer la gouvernance en termes d'imputabilité et de transparence pour que, à chaque année, les budgets soient beaucoup plus publics, soient expliqués et donner un peu plus de pouvoir aux directions d'école. Encore là, mon principe, plus l'école va être autonome, puis je parlais de l'école du coin de la rue va être autonome, va avoir une flexibilité pour s'adapter à la clientèle de cette école-là. Parce que, puis on le voit encore aujourd'hui, Montréal, avec tous les nouveaux arrivants, les difficultés linguistiques, etc., les classes d'accueil, etc., puis ce qui se passe en région plus éloignée, c'est deux mondes. Et aussi, avoir une meilleure flexibilité pour donner des ressources additionnelles et s'occuper des enfants en difficulté d'apprentissage. Alors, le soutien aux enseignants, la valorisation du travail de l'enseignant. Puis la valorisation du travail de l'enseignant, ça ne peut pas être juste un salaire. C'est beaucoup plus le soutien, les outils, les moyens qu'on donne aux enseignants pour être capables d'accomplir cette tâche si difficile. Et puis en 2007, c'est la crise financière de l'Université du Québec à Montréal. Et vous intervenez dans ce dossier, bien sûr, qui va se solder par l'absorption de la dette par le gouvernement. 400 millions. Ça, c'est 400 toute millions. une décision. Qu'est-ce qui constituait le principal obstacle au redressement financier
à la bonne marche de ce réseau? Bien, là, vous me parlez du fameux dossier de l'îlot des voyageurs, qui était un dossier où l'université voulait construire des résidences pour étudiants, puis finalement, ça n'a pas bien été. Ça a été un gros flop, un désastre financier et là, ça a vraiment, vraiment plongé l'université en grave, grave Mmh. difficulté financière. On n'avait pas le choix que d'éponger, cette dette-là. Et il y a eu aussi, suite à ça, une grosse amélioration de la gouvernance de Mmh. l'université parce qu'il y a eu des lacunes qui ont conduit, à ce désastre financier. Donc, fallu que le gouvernement, efface la dette pour permettre à l'université de poursuivre, L'enjeu sa était trop mission. grand. C'était trop gros. Mmh. L'université pouvait pas, Mmh. avait pas la capacité, d'emprunt, par exemple, Ben oui. parce que les universités vivent par le financement public, hein. Oui, il y a des droits de scolarité, mais on le sait, c'est des droits de scolarité qui ne pallient pas au fonctionnement des universités. Alors, on n'avait comme pas le choix, mais disons qu'il y a eu énormément de controverses dans ce dossier-là. Mmh. J'ai pris la suite de mon prédécesseur, puis ça, c'est et c'est et les gens ne savent pas, mais même si on est dans un gouvernement, la même équipe, il faut Oui. livrer des batailles à l'interne, hein. Ça, Mmh. il y a pas d'automatisme, il faut être, bien préparé, bien argumenté, il faut monter le dossier, il faut, avoir les bons justificatifs et puis il faut convaincre, le ministre des Finances, le Conseil du Eh oui. Trésor, le premier ministre au premier chef, mais le premier ministre, des fois, c'est un peu plus tard. Oui. Oui, il faut vous Mais préparer ouais, c'est en ça, groupe avant. faut que le dossier Mmh. soit bien ficelé puis bien monté, mais il y a pas d'automatisme. Il faut que tu moi, je dis que tu te batailles, hein. Faut que tu ailles un peu à la guerre pour, t'assurer que ces dossiers-là trouvent la bonne solution parce que, tout à chaque semaine, il y a ce qu'on appelle des comités ministériels Mmh. et ce sont les collègues qui siègent hein, il y a le comité social, et culturel, puis le comité économique, puis bon, il y en a plein d'autres. Mais alors, tu dois débattre d'abord entre collègues. Mmh. Puis tous les collègues, ils pensent que son dossier est meilleur que Ah oui. alors là, il y a de la politique, évidemment, qui entre en ligne de compte, mais on est tous des gens qui, de façon générale, avons conscience de l'intérêt supérieur du Mmh. Québec, parce que c'est Mmh. ça, ultimement, notre service, il est pour l'intérêt supérieur du Québec et des Québécois et des Oui. Québécoises. Et vous travaillez aussi sur la réforme de l'éducation au palier secondaire, on en a vaguement parlé, notamment sur l'enseignement du français. Oui, C'est comme si on se rendait compte que les élèves ne parvenaient pas à apprendre oui. correctement leur langue, mais que les professeurs de leur côté ne sont pas ou inadéquatement formés. Oui, Il y a comme la balle va d'un côté et de l'autre. ouais. Qu'est-ce que vous avez priorisé pour corriger la situation? Et ça, c'est beaucoup en 2008 parce que Mmh. nous étions, minoritaires en 2007, réélus majoritaires en 2008. Mais en 2007, quand j'étais minoritaire, Jean Charest a donné des mandats à chaque ministre avec des tâches très, très, très Mmh. précises. Et moi, en 2007, 2 de mes tâches, une était de réintroduire le bulletin chiffré parce que les parents se plaignaient énormément. C'était dans la foulée de la réforme de l'éducation de Pauline Marois avec les compétences Mmh. transversales et tout, et les bulletins n'avaient pas de chiffres, c'était A, B, C, Oui. D. Et les parents se plaignaient beaucoup, beaucoup de ça. Alors Jean Charest m'avait dit: «Tu devras réintroduire les bulletins chiffrés». Et pour la maîtrise de la langue française, réintroduire la fameuse dictée. Parce qu'il y avait avec cette réforme Mmh. de l'enseignement de Pauline Marois, il n'y avait plus de dictée dans les classes ou très peu, Mmh. très, très peu. Alors, ça aussi, ça a créé beaucoup de remous parce que ben des pédagogues étaient contre ça, puis ben des pédagogues étaient pour ça. Hein, c'est très rare quand tu es ministre de l'Éducation que tu fais
l'unanimité. Impossible. Alors, tu essaies d'aller chercher le consensus le plus large. Et donc, on a réintroduit cela. Et on a réintroduit aussi, il y avait eu, je pense, un mini-plan pour encourager la lecture. Et encore là, les bibliothèques étaient vides dans les écoles, notamment. Alors, on a réinjecté de l'argent pour pouvoir racheter des livres. Et, bon. Mais vous touchez un point important, un point que j'ai à peine effleuré et que j'aurais beaucoup aimé m'attaquer, c'est la formation des enseignants. Et si j'étais restée plus longtemps, c'était mon prochain chantier. J'avais d'ailleurs, juste avant de quitter le ministère de l'Éducation, avant le Trésor, là, parce que je suis revenue en 2012 pour d'autres raisons, mais en 2010, quand j'ai quitté pour le Trésor, juste avant, j'avais réuni les doyens des facultés de l'éducation pour amorcer un échange, une discussion, une conversation sur la formation des maîtres et voir comment on pouvait mettre à jour cette formation-là compte tenu des besoins identifiés chez notre très jeune clientèle et évidemment, la francisation ou la maîtrise de la langue française en aurait fait partie et la francisation pour les nouveaux arrivants, mais aussi toute cette notion d'évolution dans la capacité de soutenir les enfants en difficulté d'apprentissage. Alors, on nous signalait plusieurs lacunes et je pense qu'encore aujourd'hui, on devrait s'attaquer à la formation. Ça fait très, très longtemps qu'on n'a pas revu la formation des maîtres au sein des facultés de l'éducation. Mais ça, il faut le faire avec l'ensemble des universités qui offrent le programme et avec les doyens. Il faut aller chercher la volonté. Quand on veut faire un grand chantier comme celui-là, il faut d'abord aller chercher la volonté du milieu, puis un peu stimuler, puis motiver la volonté du milieu pour qu'on travaille tous dans la même direction. Fait que ça, pour moi, c'est encore quelque chose qui devrait être visité. Vous êtes aussi attelé à faire respecter les règles par les garderies dites Oui. délinquantes et à accroître le nombre de places dans les services de garde. Oui, ça a été dur, souvent ça. négligé. Oui, ouais. Ça, c'est en 2007, on est minoritaire. Et rappelez-vous, dans la foulée de l'assurance parentale, Oui. il y a eu un boom démographique. Hein? Écoute, dans ces années-là, là, je me rappelle de ça, 2006, 7, 8, 9. Je disais tout le temps, tout le monde a des gros ventres, là, tu sais. Il y avait... Puis ils avaient déjà inscrit leur enfant Et il y sur la avait une liste. pénurie de places incroyable. Alors, on est minoritaire. Et donc, on annonce 18 000 places, de nouvelles places. Mais Jean Charest me dit, Michel, il faut que tu ailles vite. Ça, c'est en avril 2008. Parce qu'on pensait qu'il y aurait des élections à l'automne. Fait que j'avais comme 3 mois, 4 mois maximum pour octroyer ces 18 000 places. Et ce fut, tant qu'à moi, une erreur. Parce que je me rappelle d'avoir publiquement fait un point de presse pour dire, voici les critères. On va privilégier les places en milieu de travail, les places en milieu défavorisé, les nouveaux arrivants, les poupons. Les poupons, il y avait, parce que tout le monde avait, il n'y avait presque pas de place pour les avant 18 mois. Il n'y en avait presque pas. Donc, on voulait privilégier les poupons. En tout cas, il y avait 4-5 critères comme ça qui ont été énoncés publiquement. Mais l'erreur, c'est d'avoir été trop vite, mais aussi d'avoir sous-estimé la capacité du ministère de proposer des recommandations. Il est arrivé, je me rappellerai toujours, au mois de juin, des tableaux avec des gens qui avaient proposé des projets de garderie partout au Québec. Mais là, comment je fais pour savoir si c'est les bons choix ou pas les bons choix? Parce que
effectivement, il n'y avait pas suffisamment d'employés pour faire Absorber ça, oui. absorber ça, faire toutes les vérifications requises. Alors, je me suis dit, à tort ou à raison, probablement, la seule façon, c'est de communiquer avec les 125 députés. Pourquoi? Parce que je me dis, ce sont eux qui ont la meilleure connaissance de leur circonscription, de leur quartier. Moi, là, je ne connais pas, tu sais, et m'assurer qu'on répond aux critères, puis m'assurer qu'on octroie les places là où il y a un véritable besoin et les besoins les plus urgents, les plus importants. Alors, je me rappellerai toujours, l'été, de toute façon, je ne peux pas aller nulle part, mon mari est très malade, je suis chez moi, à Laval, et pendant 1 mois, j'ai appelé 124 députés parce que je n'ai pas appelé celui qui était dans le Grand Nord. Et là, je leur ai soumis ce que le ministère m'avait proposé. Puis je ne peux pas dire non à toutes les demandes. Alors, j'ai soumis les recommandations, j'ai soumis et dire, est-ce que ça correspond à vos besoins? Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Je vais vous donner un exemple. Le ministère ne recommandait pas de garderie à l'hôpital Jean Talon. Je ne savais pourquoi. Pas de garderie au HEC de Montréal, alors que ce sont des milieux de travail. Alors moi, je trouvais que ça pouvait être important, intéressant, de rapprocher les garderies. Alors, j'ai fait ça. Et puis, quelques temps après, en 2008-2009, pour des raisons très, très, très politiques, le vérificateur général m'a reproché d'avoir procédé un peu de cette façon-là parce que j'ai moins écouté, dans certains cas, les avis du ministère. Évidemment, nous, en 2003, on s'est fait élire, le gouvernement libéral, pour ramener pour permettre aux garderies privées d'exister, ce que le gouvernement du Parti québécois ne voulait pas. Il voulait que des centres de petite enfance, des CPE, il ne voulait pas de garderies privées. Nous, on s'est fait élire en 2003 pour dire oui, non, on va avoir des garderies privées. Et là, la politique se mêlant du dossier, ça a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de controverses. Je voulais vous dire, Pascal, que ça a été le dossier le plus difficile de ma carrière et pour lequel j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de difficultés à m'en remettre. Ça m'a profondément blessée, ce dossier-là. J'ai trouvé ça extrêmement violent et extrêmement difficile aussi. On parle aussi là, de la médiatisation de toute cette controverse, oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'accusations. Oui, et un peu la fin d'un régime libéral où la politique s'en est mêlée. Donc, ça a été pour moi, sur le plan personnel, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. D'autant plus que vous viviez une période dans votre vie. De ma vie personnelle très difficile et puis que ce n'était pas su, c'était pas quelque chose dont Mais vous j'ai parliez. appris de ça parce que j'étais ministre de l'Éducation, ministre de la Famille, ministre de 3 régions, puis un mari très, très, très malade qui est décédé en 2009. Donc, c'était beaucoup trop pour une femme seule et j'aurais dû refuser ces responsabilités-là. Si aujourd'hui, quelqu'un me consultait dans une situation un peu semblable, je dirais non. Moi, je suis une bonne soldate. Oui, je comprends. Mais les femmes, souvent, on est comme ça. On est très bonnes soldates, mais non, il faut apprendre à dire non. Faut apprendre à dire non, même quand c'est un premier ministre qui te le demande. Oui, je pense que oui, j'aurais pu. Oui. Mais j'étais dans une espèce d'engrenage, dans le sens où j'étais le pilier de ma famille, j'avais toutes ces responsabilités-là, alors j'étais comme sur... je ne peux pas flancher, il faut que je continue. Oui. Une espèce d'adrénaline dont j'avais plus ou moins conscience, mais je me levais le matin, puis je me couchais le soir, puis c'était comme... Je ne pouvais pas m'arrêter pour dire non, 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 ça n'a pas de bon sens. Alors, je ne voulais pas rien échapper, je ne voulais pas faire d'erreur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais appelé les 124 députés, pour être sûre que je vais... Parce que je me disais, c'est pour ça qu'on est élus. Sinon, pourquoi on est élus?
oui, les fonctionnaires nous font des recommandations, mais la décision, c'est l'élu qui la prend, c'est le gouvernement qui la... Et la loi est ainsi faite. Ils ont changé, on a changé la loi depuis ce temps-là. Mais la loi était faite où c'était la ministre qui décidait de l'octroi des places et de l'endroit où on octroyait les places en garderie. Mm. Et ça aussi, c'est une erreur Mm-hmm. et qui a été corrigée par la suite par une autre modification législative. Mais j'ai appris de ça. Vous ne trouvez pas que, c'est une question un petit peu plus large, mais vous ne trouvez pas que la structure du système politique telle qu'elle est pourrait changer pour permettre aux personnes qui sont élues d'avoir une vie personnelle un petit peu plus saine ou équilibrée? Parce que là, comment ça se fait que vous étiez toute seule puis que personne n'a vu ça? Que vous étiez seule Ah, ben à parce avoir que, toutes ces charges? ouais, mais parce que ça, je vais vous dire, Ouais, c'est je sais, l'histoire de ma c'est vie, un là. rêve. C'est l'histoire de ma vie. Ça aussi, quand un jour, on m'a raconté l'histoire de ma carrière, on m'a dit, ben toi, tu sais, autant j'avais un instinct de survie. Ah, mais toi, Michel, t'es forte, tu sais. Mhm. Toi, Michel, t'es de la femme. Alors, il y a comme, tu sais, quand Pierre Brunet m'a appelé pour l'Orchestre symphonique de Montréal parce que l'orchestre est en crise, tout ça. Elle va Ah, nous ben toi, sortir de la Michel, crise. tu sais, toi, Michel, t'es capable. Tu sais, toi, Michel, t'es forte. Toi, Michel, t'as peur de La rien. Ben, sauveuse. mais non, mais la fille qui, tu Mhm. sais, là, qui, Qui aime les défis. ouais, mais j'en ai versé des Ouais, larmes. ouais. Je vois, entre Montréal puis Laval, là, entre Québec puis Laval, là, Mhm. dans ces années-là, là, et que j'en ai versé des larmes dans ma voiture de ministre, là, parce que et c'est après, c'est en 2012, quand j'ai quitté, là, là, ça m'a pris un bon 2 ans, mais là, on dirait que, tu sais, c'est Mhm. quand toute la pression On tombe, retombe, là, ouais. et là, je me disais, mais comment j'ai fait ça? Mhm. Comment j'ai été capable de passer à travers tout ça? Et puis, tu as des enfants Ouais, aussi, ouais, là, et c'est tout. ça. Mais à quel Mais, prix parfois? mais, mais oui, en quelque part, j'avais cette force-là aussi, là, parce que, tu sais, je ne suis pas tombée malade, bon, Mhm. je m'en suis remise, puis à 60 ans, j'ai refait une nouvelle carrière. Je suis retournée encore à l'école à 60 ans pour avoir une nouvelle carrière. Fait que, tu sais, je pense que quelque part, ça fait partie de moi. Et mon père disait tout le temps, on a les épreuves qu'on est capable de Ah oui? subir. Ouais, il disait, on n'a que les épreuves qu'on est capable d'assumer, tu sais. C'est mon père qui disait ça, là. Il était mal placé, le pauvre homme, pour me dire ça, mais il disait ça pareil. Mais il reste que probablement que ça faisait partie un peu de ma personnalité. Oui. Mais aujourd'hui, je coach des dirigeants d'entreprise et je les mets en garde de Mhm. ces situations-là. Et Mhm. je ne dis pas qu'il faut passer par C'est le même ça. chemin que moi. C'est pas un conseil que vous Non, pas du tout, donneriez. du tout, du tout, du tout, parce Mhm. que j'ai payé un certain prix politique Oui. dans le dossier des garderies Mm. qui m'a fait extrêmement mal. Et donc, on n'a pas à payer ces prix-là parce que ça va trop vite ou parce qu'il y en a trop ou parce qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment. Mais est-ce que vous saviez, alors à ce moment-là, est-ce que vous avez envisagé peut-être de ne pas Quitter. vous représenter éventuellement? Oui. C'est-à-dire que non. Ce qui est arrivé, c'est que 2007, nous sommes minoritaires. L'élection de 2008 arrive. Je sais que mon mari va décéder dans l'année ou à peu près qui va suivre. Alors, je vais voir Jean Charest puis je lui dis, écoute, tu sais, mon mari va décéder, tout ça, donc je ne pense pas de me représenter. Alors, il me dit, comme on est minoritaire, à ce moment-là, chaque circonscription compte, hein? Mhm. Alors, il me dit, écoute, représente-toi, puis tu sais, tu démissionneras quelques mois après et tout ça. Non, non, oublie ça, ça n'arrivera pas. Si je me représente pour 4 ans. Moi, là, non. Il y en a qui le font, il y en a qui l'ont fait. Dans ce temps-là, on avait des indemnités quand on partait. Non. Alors, j'ai dit, ben, écoute, je vais consulter mes fils Mhm. parce qu'il y avait tout un système de garde. Hein. Mon mari est Oui. décédé à la maison. Mhm. On l'a gardé pendant 7 ans. Il a été malade 7 ans. On l'a gardé pendant 7 ans. Et tout le monde avait ses heures de garde.
incluant mes fils. Alors, et mes fils m'ont dit, non, c'est correct, on va, sachant qu'il y avait une échéance qui arriverait, m'ont dit, non, non, c'est correct, on va faire encore notre bout de chemin avec toi puis avec papa. Et donc, je me suis représentée. Et là, j'avais dit à Jean Charest, mais c'est mon dernier mandat. Parce que je savais que Normand allait mourir et que quand, en 2012, j'aurais 60 ans. Puis là, je me suis dit, non, à 60 ans, je vais vouloir refaire un peu ma vie, puis redéfinir qui je suis, parce que là, je venais de sortir d'un tumulte incroyable. Oui. Alors, et là, je savais que là, je n'aurais plus la force physique de faire un autre mandat. Et surtout, je ne voulais plus vivre cette adversité, parce que la fin du gouvernement Charest, au quotidien, a été extrêmement violente. En tout cas, pour moi, je l'ai reçue de façon très violente à l'Assemblée nationale. On avait des gens en face de nous qui étaient extrêmement durs, avec des attaques personnelles très dures. Et ça, je ne voulais plus vivre ça. Et je me disais, non, à 60 ans, je ne veux plus vivre dans ce climat-là. J'avais besoin de retrouver une sérénité. Alors, je savais en 2008 que c'était mon dernier mandat. Alors, le conflit étudiant n'a pas joué dans ma décision, c'est ça la question, non, pas non, du non, tout, non. parce que je savais que je ne me représentais pas en 2012. C'est peut-être même ce qui vous a donné la Oui, sérénité absolument. pour passer à travers. Le petit regain d'énergie nécessaire pour me rendre... Oui, parce que vous avez remplacé Lynn Beauchamp, oui. quelques mois avant septembre 2012, en plein cœur du conflit étudiant, mais je savais que je ne me représentais pas, fait qu'effectivement, je me disais, je vais me rendre à destination, tu sais. Je me disais, le bateau coule, fait que je vais rester sur le bateau, puis on va l'amener là où on doit l'amener, et puis après ça, ben, je penserai à moi après. Michèle Courchaine, merci beaucoup pour ces entretiens. Merci à vous, ça fait un réel plaisir.